Dans cette conférence inédite entre Bernard de Montréal, Boulevard M et François Peyotte, FP, ils discutent des relations spatio-temporelles et de la conscience humaine. BDM affirme que la conscience supramentale permet à l'homme de découvrir les mystères et de déchirer les voiles du passé. FP exprime son intérêt pour le concept du temps, se demandant s'il est possible de faire partie d'une nouvelle conscience reliée à un autre temps. BDM explique que le temps est proportionnel à la distance entre notre monde matériel et d'autres dimensions énergétiques. Il explique que le temps est créé par le lien entre l'énergie, l'esprit et l'ego de l'homme. L'esprit s'imprègne dans la matière de l'homme, créant une impression du temps. Si la relation entre l'esprit et l'homme était plus perfectionnée, l'homme ne ressentirait pas le temps. Ainsi, le temps est une représentation de l'imperfection dans la relation entre l'esprit et l'ego de l'homme. Le temps n'est pas une réalité absolue, mais une partie de la réalité, tout comme l'espace. Ce sont des conditions imposées au système de conscience inférieure. Selon l'auteur, l'espace est plus absolu que le temps car il contient de nombreux systèmes, contrairement au temps qui n'est pas lié au mouvement de la matière. Lorsque nous sommes dans la matière, le temps prend de l'importance pour nous car il n'y a pas de relation absolue entre l'esprit et la matière. Cependant, dans d'autres mondes ou plans parallèles, le temps est vécu différemment, plus comme l'espace. Dans l'évolution future, l'homme développera une nouvelle conscience qui lui permettra de ne plus être prisonnier du temps tel que nous le connaissons. Le facteur temps est lié à l'événementiel et à la solidité du monde matériel. Une autre planète où il n'y a pas de masse n'aura pas de relation entre l'énergie et la masse. L'ennui et l'attachement à l'événementiel sont des manifestations de la condition matérielle de l'homme. Le temps est une des grandes limites de la conscience humaine, mais il permet également aux intelligences d'autres mondes de coordonner l'événementiel en fonction de l'évolution sur Terre. Dans cette conversation entre François Poncet et Bernard de Montréal, ils discutent de la conscience du temps, du futur et du contact avec d'autres intelligences. Bernard de Montréal affirme qu'il parle avec aisance du futur car son esprit est au-delà des limitations psychologiques du temps. Pour lui, le futur fait partie de sa conscience et de sa connaissance. Il n'y a pas de dissonance entre le présent matériel et le présent morontiel pour lui. Pour établir un contact avec les intelligences d'autres plans, Bernard de Montréal explique que c'est ces intelligences qui doivent initier le contact. L'ego de l'homme ne peut pas le faire. De plus, l'homme doit être suffisamment avancé dans son évolution pour pouvoir supporter la charge énergétique du contact. Ce contact est une partie du processus de fusion et d'intégration de l'énergie cosmique ou universelle de l'homme. Revenir à cette origine énergétique est essentiel pour l'homme, car elle soutient tous les aspects de sa vie mortelle. Dans le passé, l'homme s'est éloigné de cette réalité pour développer son ego et ses facultés planétaires, mais maintenant, il entre dans un nouveau cycle où il sera en relation avec des forces intérieures plutôt qu'extérieures. Dans cette conversation, il est mentionné que l'homme est destiné à atteindre une fusion avec son esprit, qui lui permettra de devenir libre de la spatialité et capable de voyager dans le temps. Les êtres extratemporels sont présentés comme des êtres ayant déjà atteint cette fusion et qui vivent dans l'espace en fonction de la dynamique de leur esprit. En revanche, sur Terre, nous avons été séparés de notre esprit pendant des millénaires afin de développer une conscience égoïque. Cependant, à la fin de ce cycle, au plus tard en 2033 selon les prophéties de Zhang Xi, nous serons réunis à notre esprit est capable de vivre l'échange absolu entre l'esprit et notre dimension matérielle. Cela aura pour effet de changer la nature de notre conscience et nous donnera accès à une temporanéité différente, qui n'est pas basée sur l'essence mais sur l'action instantanée de l'esprit à travers une conscience supérieure. Les expériences vécues dans les mondes invisibles seront alors la mesure de notre déplacement dans le temps. Il est souligné que l'homme est troublé par le temps parce qu'il ne le comprend pas et le perçoit à travers ses sens et sa nature animale, créant ainsi du trouble en lui. Lorsque l'homme entrera en contact avec des intelligences extratemporelles, il se rendra compte qu'il y a peu de différence entre ces mondes et le monde matériel, mais que les aspects fondamentaux de la réalité coïncideront étroitement. Dans cet extrait, il est question de la réalité des mondes parallèles et de la difficulté pour l'homme de comprendre ce qu'est le temps au-delà de la réalité matérielle. Les personnes qui accèdent à la conscience supramentale sont décrites comme étant déjà en dehors du temps, mais devant vivre à la fois dans le présent et dans le futur qu'ils font descendre. Cela peut créer des frustrations et des difficultés d'adaptation. L'évolution de l'homme vers la conscience supramentale entraîne une frustration liée au temps, car son esprit doit s'ajuster à son être. Cette fusion de l'esprit avec la nature inférieure de l'homme provoque de la souffrance et de
La frustration. Pour accéder à un autre temps, l'homme doit pouvoir changer le taux vibratoire de sa conscience en lien avec le support énergétique de l'esprit. Cela engendre une grande frustration car l'homme nouveau prend conscience du pouvoir de l'esprit sur ses corps subtils, mais ne peut rien faire tant qu'il n'a pas atteint un autre taux vibratoire créatif. L'homme nouveau ressent des souffrances vibratoires, liées à une tension interne en constante évolution. Cette juxtaposition de deux visions différentes devient de plus en plus accaparante et irréversible, créant ainsi de la souffrance. Certaines figures spirituelles comme Aurobindo, Satprem, la mère, Krishnamurti et Rudolf Steiner ont également dû faire face à cette résistance à leur époque. L'intégration du supramental par Bernard de Montréal est comparée à leur intuition forte de cette conscience supérieure déjà il y a plusieurs décennies. Dans cette conversation, le locuteur explique que dans le nouveau cycle de l'évolution de l'humanité, il y aura une fusion entre l'homme et l'esprit, contrairement à l'ancien cycle où il y avait simplement un rapport. Cette fusion ne peut pas être alimentée par le désir spirituel de l'homme, mais elle est le résultat de la descente dans la matière d'une énergie spécifique à chaque individu. L'homme nouveau qui vivra cette fusion la vivra de manière totale, sans place pour autre chose dans sa vie. L'évolution de la conscience supramentale, qui correspond à cette fusion, a commencé en 1969 et se poursuivra graduellement au fil des siècles. Cette énergie de conscience supramentale permettra à l'homme de passer d'une temporalité à une autre, de se libérer de sa conscience expérimentale et d'être en équilibre sur différents plans. Elle lui donnera également la capacité de communiquer avec d'autres intelligences et races établies dans le cosmos depuis longtemps. En ce qui concerne les Templiers, le locuteur explique que chaque organisation ou ordre possède son propre symbolisme basé sur l'intuition d'une réalité astrale. Le concept du secret dans ces ordres est donc une façon de donner une valeur psychologique, métaphysique, ésotérique, occulte et spirituelle à leur alliance, afin de susciter le besoin chez leurs adeptes de s'y affilier et de partager leur expérience. Il n'y a pas de réponse claire sur le secret des Templiers et leur éventuel contact avec d'autres intelligences extratemporelles. Les secrets sont utilisés dans certains groupes pour maintenir un certain pouvoir de domination. Cependant, il n'y a pas de véritable secret car l'homme conscient et supramental n'en a pas besoin. Pour lui, l'expérience est sans valeur et il peut accéder à la connaissance grâce à l'énergie de son intelligence. Le secret ne fait que séparer l'individu de la masse, mais une fois que l'individu est séparé et connecté à des forces intemporelles, il n'a plus besoin du secret. Le secret peut aussi être le résultat d'une ignorance fondamentale liée à des groupes qui conservent un secret, et même les membres de ces groupes ne sont pas certains que le chef détient réellement la clé du secret. Selon l'auteur, le secret est une illusion psychologique créée pour donner une valeur à l'expérience et pour préparer lentement l'humanité à évoluer selon de nouvelles normes et connaissances. Dans cette partie de l'entretien, Bernard de Montréal explique que les connaissances ésotériques ont été transmises de manière sélective et incomplète entre les différentes races racines de l'humanité. Il affirme que certaines informations essentielles ont été cachées car elles sont liées au pouvoir, et que le secret et le pouvoir vont de pair. Les différentes races ont été guidées pour se protéger et assurer leur évolution, notamment en devenant un pont entre les intelligences extraterrestres et le plan matériel. Cependant, lorsqu'une race perd la capacité de se protéger, elle perd également la capacité de se régénérer et de transmettre les connaissances aux races suivantes. Cela crée des chaînons manquants dans les connaissances ésotériques. Il soutient que pour combler ces lacunes, il est nécessaire que des individus conscientisés et éveillés fassent eux-mêmes le travail de recherche et d'exploration des mémoires de l'humanité pour récupérer ces connaissances perdues. L'auteur explique que l'homme peut accéder à la mémoire de l'esprit, qui est à la fois temporelle et intemporelle, tandis que la mémoire de l'humanité est liée à l'astral et manque de cohésion. Pour créer une mémoire parfaite, il faut se baser sur l'absolu, qui est en dehors du temps et de l'espace, et est ce que l'on appelle l'esprit. L'homme conscient de demain n'aura pas à souffrir des trous dans l'histoire de l'humanité, car il aura accès aux mystères, qui sont en dehors de la mémoire de l'humanité. Cependant, il y a des décalages importants entre les connaissances occidentales et hindoues en ce qui concerne l'origine de l'homme, ce qui s'explique par les différentes méthodes et sources d'informations utilisées dans chaque domaine. L'auteur donne l'exemple de la race lémurienne pour illustrer ce décalage et souligne l'importance de comprendre les données occultes dans l'évolution de l'homme. Dans cet extrait, Bernard de Montréal discute de l'évolution de l'homme à travers le temps. Selon lui, l'homme a évolué sur différents plans avant de descendre progressivement vers la matière. La Lémurie marque le début de la matérialisation de l'homme, avec l'apparition d'un corps physique.
Il souligne l'importance de distinguer le temps spatial et le temps intemporel dans la compréhension de l'évolution humaine. Il mentionne également la thèse hindoue selon laquelle les premières races humaines n'avaient pas de corps physique, mais une enveloppe astrale. Le corps matériel aurait émergé à l'époque de la Lémurie. Il évoque également la possibilité d'une intervention ou d'une transformation de l'humanité primitive lors de cette période. Une mutation au niveau du cerveau et une conscience nouvelle. Selon Bernard de Montréal, l'homme est devenu racial à ce moment-là, développant une conscience et évoluant jusqu'à nos jours. Il explique que les différences raciales sont liées à des forces extérieures à notre espace-temps. Il fait référence aux peuples primitifs qui attribuent leur origine à d'autres étoiles ou plans, évoquant une forme d'implantation. En résumé, cet extrait met en évidence l'idée selon laquelle l'homme a évolué sur différents plans avant d'apparaître physiquement sur Terre, marquant ainsi le début de son évolution raciale. Les différences raciales sont attribuées à des forces extérieures, et certaines tribus primitives envisagent une origine extraterrestre ou extraterrestre. La cosmogonie des Dogons est considérée comme l'une des plus intelligentes parmi les peuples primitifs car elle n'a jamais été contaminée et a été transmise de génération en génération par la tradition orale. Les Dogons ont toujours protégé leur connaissance ésotérique en la gardant secrète. Le conférencier explique que les Dogons vivaient dans des rochers, ce qui leur procurait une grande sécurité. Cette sécurité leur permettait de fossiliser leur connaissance, de lui donner une forme solide pour qu'elle puisse être transmise pendant des siècles. Les Dogons sont donc considérés comme un peuple primitif très sécurisé. En ce qui concerne les interventions extraterrestres dans le passé, l'orateur explique que ces êtres étaient considérés comme des dieux par les humains qui n'avaient pas les connaissances scientifiques pour évaluer leur origine. Cependant, les intervenants ne pouvaient pas rester parmi les races humaines car ils auraient exercé un pouvoir trop grand sur elles. Les races devaient évoluer et utiliser les moyens d'évolution et de culture qui leur étaient donnés. L'orateur souligne également l'importance d'évaluer la forme des mots utilisés dans les descriptions ésotériques afin de pouvoir parfaitement comprendre et décrire leur utilité psychologique ou leur valeur scientifique. Il affirme qu'à la fin du XXe siècle, avec l'avènement de la conscience supramentale, l'homme pourra y parvenir et vivre l'extratemporalité. Ce texte soulève la question de la séparation entre l'involution et l'évolution de l'homme, et affirme que pour comprendre l'universel, il est nécessaire de revenir à nos origines. L'homme doit évaluer les mots et les vibrations qui créent les formes dans l'explication scientifique de la cosmogenèse. Si l'homme ne comprend pas la différence entre les dieux et l'homme, pourquoi les dieux se sont retirés, ou encore pourquoi l'homme est tombé dans un état d'inconscience barbare comme les Atlantes, c'est parce qu'il ne sait pas ce que c'est que d'être un homme. Être un homme ne consiste pas à absorber des connaissances extérieures, mais à revenir à ses origines sur le plan mental. Pour revenir à ses origines sur le plan du transport et évoluer, doit commencer par revenir à ses origines sur le plan mental. Il doit évaluer sans émotion, sans mémoire, sans relation avec le passé, ce qui doit être su aujourd'hui. L'évolution de la 6e race impliquera une certaine résurgence de la magie noire due à la masse de la planète et à la diversité des individus. Les hommes voudront utiliser leur force à des fins de prise de pouvoir plutôt qu'à l'évolution de l'humanité. Cette résurgence de la magie noire se produira entre la 5e et la 6e race. Actuellement, la magie noire existe sous une forme mineure, mais à partir de l'an 2000, elle deviendra dangereuse car les hommes auront le contrôle du son et la capacité de s'introduire dans les plans parallèles. Cette évolution sera conclue au niveau de la 7e race. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que dans les plans parallèles, les êtres humains auront la capacité de comprendre des choses qui aujourd'hui leur échappent. Cela entraînera des changements importants, notamment dans le domaine de la guerre qui ne sera plus menée de la même manière. Il affirme que la 6e race humaine ne possédera pas le droit d'aîné, c'est-à-dire le privilège de diriger, car l'évolution future se fera sans cycle. L'âme de l'homme ne ressentira plus le besoin de se perfectionner, car elle sera transmutée par la fusion. À la fin de l'évolution de la 7e race, l'homme n'aura plus besoin de son corps matériel et sera libre de la relation entre l'esprit et la matière. Cela lui donnera la possibilité d'explorer de nouveaux mondes créés par la fusion de l'énergie de l'esprit et de l'homme. La 6e race durera environ 2500 ans, mais l'évolution sera rapide. Les cycles de l'involution mesurés par les hindous ne seront plus pertinents lorsque l'esprit se détachera de la matière. L'homme passera de la conscience supramentale à la conscience lunaire, traversant ainsi la mémoire de l'humanité. À ce stade, l'homme deviendra un scientifique et établira les conditions scientifiques de l'évolution future,
passant de simples créatures à créateurs. Les comparaisons et les expériences de l'homme ne seront plus les mêmes, car il ne sera plus soumis à l'influence des races inférieures ou supérieures. Dans cette discussion, Bernard de Montréal parle de l'expérience directe de la domination et affirme qu'il ne sera plus dominé dans le futur. Il explique que l'homme comprendra les lois de la conséquence de ses actions, car il sera en fusion, en intégration avec les mondes de la lumière et de la matière. Bernard de Montréal se présente comme un homme de ce futur, travaillant dans le présent pour faire comprendre aux hommes les lois de l'évolution et la différence entre l'involution et l'évolution. Il souligne que les hommes sont des êtres programmés et doivent devenir des êtres libres, mais que le libre arbitre intellectuel ne peut pas engendrer une véritable liberté. Il reconnaît que cela prendra des siècles pour que l'instruction mondiale fasse son travail à l'intérieur des hommes, détricotant la mémoire dense de l'humanité. Il affirme que la souffrance amènera les hommes à détricoter ce qui a été construit, et que la fusion avec la lumière leur permettra de se reconnecter avec leur véritable nature intemporelle. Il souligne que les hommes doivent prendre conscience de leur réalité au-delà de la matérialité et que la conscience supramentale viendra de chaque individu, et non des autres. Les hommes peuvent partager leurs connaissances pour faciliter l'évolution, mais chacun vivra la relation entre l'esprit et l'ego de manière individuelle.